bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par QRP et qui porte sur les nouveautés de la certification PMP. Donc, on a l'immense plaisir de partager avec vous ce moment en fait pour discuter un peu la réforme de la fameuse certification PMP, je vais dire, et la meilleure façon pour se préparer. Au début, je me présente. Donc, je suis Aïkel Kchao, je suis formateur QRP. Donc, je suis consultant et formateur accrédité par le PMI pour la certification PMP, également titulaire de d'autres certifications, la certification Business Analyst du PMI, Prince 2, ETIL, Product Owner, voilà, donc COBIT aussi. Je suis également enseignant universitaire. Ça fait 15 ans maintenant que je bosse un peu sur les projets à travers l'expérience professionnelle en passant de l'audit au conseil avec une casquette chef de projet MOA ou bien business analyst. Je travaille beaucoup sur les chantiers réglementaires et voilà, j'interviens avec QRP principalement sur le module ou la certification PMP. Bon, avant de commencer, on va présenter un peu l'agenda de notre webinaire. On va commencer par une petite présentation de la certification PMP. Pour ceux qui découvrent un peu le sujet ou qui commencent à s'intéresser à cette certification, on va comprendre un peu les différentes phases, de quoi il s'agit, etc. Donc, pour s'initier. Par la suite, on va parler de la limite de l'ancienne version. Finalement, c'est quoi les fondements de changement? Pourquoi on parle de ce changement en 2021? C'est-à-dire qu'il y avait des limites et que par la suite, on veut les balayer pour améliorer le contenu. Juste après, on va parler de la nouveauté de cette certification en 2021, le contenu de la version 2021, donc quoi elle est faite. On aura aussi l'occasion de parler d'un nouveau concept qui est le programme de Thoracic Trainer Partner, donc l'ATP. Pourquoi aujourd'hui PMI pense à faire ou à passer par des ATP pour assurer cette certification PMP. Donc, on va discuter sur ça. Et on va réserver un petit point à la fin, effectivement, pour parler de la version 7 du PMBOK. Le PMBOK, c'est la référence un peu de préparation de cette certification PMP. Et là, on a remarqué qu'en pratique, il y a une confusion entre l'examen 2021 et la version 7 du PMBOK. Finalement, cette version n'est pas encore publiée. Donc, ce qu'on va faire en 2021 s'appuie toujours sur une ancienne version. Donc, on aura l'occasion de montrer un peu les différences et d'éliminer, je vais dire, certaines confusions. Et à la fin, bien sûr, il y aura une séance de questions-réponses pour répondre, bien sûr, aux différentes questions. Alors, petite présentation de la certification PMP. Donc, Project Management Professional, PMP, l'abréviation, c'est l'une des certifications les plus connues dans le monde. C'est un incontournable, je vais dire, dans le domaine de gestion projet. C'est une certification qui est assurée par le Project Management Institute. Et aujourd'hui, le Project Management Institute donc, annonce à travers son site que aujourd'hui, on a besoin de 2,2 millions de projets, de nouveaux projets d'ici 2027 à travers le monde. Donc, c'est quand même énorme. Ça prouve un peu le besoin pour ce poste de chef de projet. Donc, c'est quand même important de penser à passer cette certification. Et aussi, on parle aujourd'hui de plus de 1 million de personnes certifiées dans le monde. C'est quand même très important comme nombre. Ça prouve un peu la réputation de cette certification. Bon, aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, pour être honnête, la certification PMP, pour moi, c'est un critère d'entrée aussi. Parce que je connais pas mal de personnes qui ont de l'expérience en gestion projet, qui ont même une vingtaine d'années en gestion projet, et qui étaient, entre guillemets, obligés de passer cette certification PMP parce que leur société exigeait ça. Donc, on peut être face au cas où la société donc, veut certifier son personnel. Il y a l'autre cas où vous êtes une société de recrutement, vous avez deux CV de chef de projet, l'un qui est certifié PMP et l'autre qui n'est pas certifié. Donc, bien sûr, il y a tendance à choisir celui qui est certifié PMP. Il y a même plus, il y a même des postes de chef de projet, là où la certification PMP, c'est un critère d'entrée. Donc, c'est-à-dire avec l'expérience, vous devez être certifié PMP. Bon, je ne dis pas que la certification PMP remplace l'expérience professionnelle, c'est pas ça. Et la preuve que après, dans la démarche de préparation de dossier d'éligibilité, c'est une certification qui exige un certain niveau d'expérience professionnelle, mais la certification, elle est importante. Elle va ajouter un vernis des connaissances, des pratiques,
qui vont donner plus d'outils à ce chef de projet qui est certainement expérimenté et ça donne plus de notoriété donc, pour les profils ou dans vos recherches futures. Comment faire pour passer la certification PMP? Il y a 3 étapes. Tout d'abord, il faut soumettre un dossier d'éligibilité. Ce dossier d'éligibilité, il va un peu montrer votre expérience et votre niveau d'éducation dans le domaine de gestion de projet. Donc, on parle de 36 mois dans le domaine de gestion de projet, si vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+4, sinon de 60 mois pour un diplôme du niveau inférieur. Donc ça, c'est pour l'expérience professionnelle. Et on parle aussi de 35 heures de formation, donc vous devez obligatoirement suivre 35 heures de formation. Et bien sûr, avec URP, donc, la formation vous donne droit donc, à ces 35 heures. Vous pouvez bien sûr les soumettre à votre dossier d'éligibilité. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il y a toute une période de préparation. On ne va pas passer l'examen le lendemain, c'est sûr. On va en discuter après. Mais pour passer l'examen, aujourd'hui, c'est un examen qui contient 180 questions sur 230 minutes. Avant 2021, je veux dire, donc c'est-à-dire en 2020 ou avant, on était avec 200 questions et 4 heures en tout. Donc maintenant, on parle de 180 questions et un temps alloué de 230 minutes. La nouveauté aussi, c'est que l'examen maintenant, il est disponible en ligne. Donc avant, ce n'était pas le cas et je pense que c'est le contexte Covid qui a accéléré les choses parce que tout simplement, PMA ne pouvait pas empêcher les gens ou les personnes intéressées à la certification PMP sans pouvoir passer la certif durant toute la période du Covid. Donc à partir d'avril 2020, donc on a commencé l'examen, je vais dire, PMP en ligne. Bon, après, avec un retour d'expérience, il y a ceux qui préfèrent être dans un centre d'examen et ceux qui préfèrent le passer en ligne. Bon, un retour d'expérience professionnelle, moi, je préfère toujours l'examen sur site, c'est-à-dire dans un centre d'examen. Peut-être que pour certains certifs, en fait, j'ai passé les certifs en ligne. Peut-être que c'était un début, donc c'était pas trop stable côté connexion, même côté prestataire. Donc voilà, mais après, si vous décidez de préparer votre certification en ligne, il faut juste préparer le terrain. Il y a certains conseils à suivre, mais ça peut se faire en fait. C'est pas impossible, mais c'est pour certaines personnes, c'est même privilégié. Donc il y a aussi une nouveauté concernant les pauses à prendre durant l'examen. Donc PMI prévoit 2 pauses durant l'examen de 10 minutes, c'est-à-dire comment ça se fait. Donc vous répondez ou vous donnez une réponse à 60 questions de votre examen, vous les validez. C'est obligatoire de les valider. Vous avez droit à 10 minutes de pause. Après, vous passez le deuxième bloc, je vais dire, de questions. Donc, vous avez 120. Et juste après les 120 questions, vous avez encore 10 minutes de pause. Donc, c'est-à-dire, une fois que vous avez validé un bloc, donc c'est fini, vous ne pouvez plus revenir à ces questions. Et moi, je vous conseille vivement de prendre ces pauses parce que, tout simplement, on ne peut pas rester concentré plus que 3 heures, c'est juste impossible. On a besoin de respirer, c'est bien de changer un peu d'esprit, d'idée. Donc, c'est conseillé de prendre ces pauses. Une chose très importante aussi, sur un examen de 180 questions, on ne va pas répondre, on ne va pas donner 180 bonnes réponses. Donc, il faut bien savoir gérer ses émotions et bien aussi savoir gérer son temps. L'idée, c'est pas de réussir toutes les questions. L'idée, c'est d'avoir le message qui dit félicitations, vous avez bien réussi votre examen. Moi, je donne l'exemple d'un médecin. On ne dit pas qu'un médecin a réussi avec une note de 10 sur 20 ou de 20 sur 20. On dit un médecin, tout simplement, en fait. Il est qualifié pour son domaine. La personne certifiée PMP, elle est certifiée PMP, donc peu importe la note. Donc, ne vous stressez pas, surtout si vous avez raté ou que vous sentez que les 3-4 premières questions, vous avez des doutes ou vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse. Donc, l'idée, c'est que sur les 230 minutes, vous arrivez quand même à gérer votre temps et vous donner un niveau de réponse ou un taux de réponse satisfaisant pour réussir la certification. Bon, bien sûr, après, c'est une certification qu'il ne faut pas oublier dans le temps, il faut la maintenir avec des PDU. C'est ce qu'on appelle les Professional Development Units. Donc, sur un cycle de 3 ans, vous devez montrer à PMI que vous êtes en train de suivre des formations, vous animez des formations, vous participez à des webinaires, etc. Donc, tout ça, c'est à faire au fil de l'eau. Bon, maintenant, on va parler un peu de l'évolution du PMBOK. Le PMBOK, c'est le Body of Knowledge, en fait. C'est la référence historique de cette certification PMP qui contient un peu le programme. La première version a vu le jour en 1996 avec 9 domaines de connaissances et 37 processus. On va expliquer ça en détail par la suite. Cette version 1 a connu plusieurs changements. Pourquoi là, je vais rapidement? Parce que finalement, on peut dire que entre
96 et 2013, le PMBOK n'a pas connu de changement significatif. Donc, c'est toujours quelques processus qui s'ajoutent. Bah, par exemple, là, entre 96 et 2000, on a ajouté 2 processus. Après, on a ajouté 5. Après, on a diminué 2. Après, on a rajouté un domaine de connaissances. Bah, c'était vraiment des petits ajustements, mais ce n'était pas vraiment une vraie réforme. Donc, à partir de 2018, là, on peut dire, ou on peut quand même parler d'une réforme, parce que c'est la première fois où on a introduit dans la V6 la méthode agile. Donc là, on commence à sentir la pression, je vais dire, ou l'importance de cette méthode agile. On a réservé des parties à la fin de chaque domaine qui parlent un peu de l'agilité. Mais franchement, c'était insuffisant en fait. C'était insuffisant parce que là, la demande du marché, la méthode agile, on est en constant changement. Les clients veulent avoir de la valeur. Donc, c'était insuffisant cette partie agilité dans la version 6, même si c'est quand même une nouveauté. Et c'est pour ça que PMA a pensé à faire une réforme à partir de 2021 pour finalement dire qu'un chef de projet ne travaille pas uniquement dans les méthodes de gestion de projet classiques, waterfall, cascade ou hybride peut-être. Non, il doit aussi savoir gérer des projets en mode agile. Donc voilà, donc les limites de l'ancienne version. Là, on va présenter un peu comment l'ancien modèle ou l'ancienne présentation s'articule pour comprendre un peu ses limites. Disons que le PMBOK V6, c'est un croisement entre ce qu'on appelle des domaines de connaissances, gestion de l'intégration, du périmètre, de l'échéancier, coût, qualité, les ressources, les communications, les risques, les approvisionnements et les parties prenantes. Donc ça, c'est les domaines de connaissances qu'on va croiser avec des phases de gestion de projet qui sont l'initialisation, la planification, l'exécution du projet, la maîtrise, tout ce qui est mesure de performance et aussi la clôture de projet. Donc vous avez des pourcentages, c'est un peu la répartition du nombre de questions avant, bien sûr, 2021. Donc ça, c'était un peu l'historique. Donc vous avez un peu le pourcentage de l'examen. Et dedans, on a 49 processus avec des données d'entrée qu'on va utiliser dans des processus. Dans ces processus, on va utiliser des outils et techniques et on va essayer de générer des outputs. Donc imaginez qu'on a 49 processus avec des listes, je vais dire énormes, d'entrée et de sortie, d'outils et techniques qu'il faut mémoriser et qu'il faut prioriser. Donc ça devient juste infernal et impossible. Moi, je me rappelle quand j'ai réussi ma certification PMP, bon, bien sûr, j'étais content, mais j'ai discuté avec mes collègues qui l'ont passé aussi. On a dit, OK, c'est un modèle très riche, très pratique, etc. Mais c'est très lourd. C'est très lourd. Il y a trop de redondance, des entrées-sorties dans tous les sens. Il faut que PMP commence à réfléchir à une réforme parce que là, on ne peut pas mettre tout ça en pratique. Imaginons qu'on va dessiner les entrées-sorties sur 49 processus. Je vais vous donner un exemple juste après. C'est vraiment impossible. Voilà, donc la réforme, heureusement qu'elle arrive en 2021. Donc, juste à titre d'exemple, là, je vais vous présenter un processus qui est recueillir les exigences du client dans le domaine de connaissance gestion du périmètre. Donc, avec une liste des données d'entrée, avec des outils techniques et avec des données de sortie. Donc, dans les données d'entrée, on peut citer la charte du projet. On vous dit que pour gérer ou pour recueillir les exigences, vous devez avoir votre charte, vous devez avoir votre plan de management du projet, vous devez avoir votre plan de gestion des exigences, pardon, tout ce qui est retour d'expérience, le business case, les actifs organisationnels, les facteurs environnementaux. Vous voyez déjà la liste contient 9 entrées. Des outils et techniques, donc pour pouvoir collecter vos exigences, vous allez faire recours à des jugements d'experts, à des ateliers, des brainstorming, des prises de décision, des représentations, des compétences soft skills, d'équipe, prototypes, etc. Donc ça pour les outils. Et finalement, pour pouvoir générer un document qui contient ou qui recense les exigences, et ce qu'on appelle aussi la matrice de traçabilité d'exigences, c'est-à-dire un document qui permet un peu de suivre un peu les fonctionnalités de la spécification jusqu'à la livraison client. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Donc là, c'est une liste par rapport à un processus. Les listes ne sont pas toujours figées. Il y a des éléments qui sont redondants. En fait, on peut trouver la charte du projet comme entrée dans d'autres processus, comme on peut trouver d'autres éléments. Donc vraiment, ça devient très lourd et c'est peu pratique. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de limites. La version actuelle, elle est très orientée processus et qu'on soit souvent le projet d'une manière séquentielle. Dans la vie réelle, le projet n'est pas toujours fait de séquence. On est face à un changement perpétuel. Le client demande toujours des nouveautés, des changements sur les projets. On ne peut pas toujours être dans la vraie vie dans une manière séquentielle pure et simple. Donc, il faut s'adapter.
il y a des redondances et complexités, surtout au niveau des entrées-sorties. En anglais, on appelle ça les ITTO, en fait. C'est Tools and Technique and Output. Ça, vraiment, bon, c'est vrai que ça reste utile, c'est des outils, mais des listes énormes, donc parfois peu pratiques. Qu'on va dire aussi comme limite, c'est que même si l'agilité est introduite dans la version 6, elle est limitée à quelques considérations à la fin de la présentation de chaque domaine. Donc c'est peu, en fait, ça ne correspond pas vraiment aux besoins de marché. Il faut plus. Et c'est une démarche peu adaptée au changement du client. Donc, c'est un référentiel difficile à mettre en place. En fait, c'est un référentiel qui n'encourage pas les changements, bah, qui structure un peu tout ce qui est changement par rapport à un projet. Il faut passer par un comité, il faut faire des demandes de changement, alors qu'en agilité, le changement est bienvenu. En fait, la culture, elle est différente. Et PMI, tout simplement, ne pouvait pas rester à l'écart de tout ça. Donc, il fallait mettre à jour la certification, parce que c'est une certification quand même demandée par plusieurs personnes dans le monde. Il y a d'autres certifications qui ont pris le terrain, donc on pouvait pas rester à l'écart. C'est pour ça que bah, finalement, pardon, euh, on a décidé de mettre à jour la certification en 2021. Il y a même l'ADN de cette certification qui a changé. Donc, en 2021, on parle de trois blocs ou de trois gros domaines, on va dire. Ben, le bloc des personnes, ce qu'on appelle people, et ça représente 42% des questions d'examen. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le projet, ce n'est pas que les techniques, les outils, en fait. Un chef de projet, c'est aussi la gestion des émotions de son équipe, les parties prenantes, les conflits, etc. Ça, c'est même plus important, je veux dire, que les outils techniques. Bon, c'est vrai que les processus restent valables et importants. On a toujours besoin de suivre notre échéancier, de présenter notre WBS, la Work Breakdown Structure, de suivre un peu notre budget. Ça reste. Donc, ça montre que c'est 50% des questions de l'examen en 2021. Donc, on a toujours besoin de ces outils techniques. Et le business environment, en fait. Un projet n'est pas fait en dehors de la stratégie et des orientations de l'organisation. Il est en parfaite liaison avec la stratégie, avec la valeur que l'entreprise est en train de chercher. Donc, on rajoute quand même 8% pour tout ce qui est business environment ou en français, environnement commercial. Et bon, au-delà de réduction du nombre de domaines, parce que là, vous voyez qu'on a réduit énormément les domaines, mais l'esprit du PMA, c'est de dire que ben, finalement, on s'oriente plus à l'être humain, à l'agilité, dans la gestion de projet. Ce n'est pas une question d'appliquer des processus des entrées-sorties, ce n'est pas aussi mécanique que ça, je vais dire. Donc, il y a un facteur humain, il y a un facteur agile, il y a un facteur valeur qu'il faut introduire dans cette certification. Bon, pour attaquer les nouveautés d'une autre façon, je vais dire que dans l'ancienne version, l'environnement commercial et les personnes venaient comme entrée pour alimenter les processus qu'on a présenté comme processus de phase d'initialisation, de planification, d'exécution et de maîtrise et culture. Donc, on a besoin de l'environnement comme facteur en entrée des personnes pour faire tourner les processus. Et là, il y a un changement d'esprit en 2021. C'est ce qu'on appelle le mindset. Pardon, l'état d'esprit, voilà, le mindset. C'est une démarche orientée valeur, mindset. Voilà. Donc, il y a un cadre de livraison de valeur. Donc, on cherche à livrer de la valeur. Il y a un environnement commercial, il y a les personnes et les processus. Donc, comment lire ça? En fait, c'est les personnes qui vont exécuter les processus dans un environnement commercial pour créer de la valeur. Donc, c'est ça le nouvel esprit de PMI, plus de processus avec des entrées-sorties, mais plutôt orientation valeur. Mais bon, c'est pas que PMP. Si certains d'entre vous ont passé d'autres certifications, c'est clair que le concept de valeur, bah, c'est l'élément, disons, le plus important dans beaucoup d'autres certifs. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans votre examen 2021, vous avez 50% des questions sur la méthode prédictive, ce qu'on appelle la méthode waterfall ou la méthode en cascade, et 50% des questions sur la méthode agile. Donc avant 2021, c'est vrai qu'il y avait quand même sur 200 questions, 5 ou voire même 6 questions sur l'agilité. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, on parle de 50% prédictif, 50% agilité. Bon, un retour d'expérience, je connais certaines personnes qui ont passé l'examen en 2021. Ils me disent que non, c'est beaucoup plus pour l'agilité. On a senti que c'est même 70 ou 75%. C'est pas toujours vrai parce qu'en fait, vous pouvez trouver des questions genre, ils vous positionnent dans un contexte agile,
Ils vous disent, bon, voilà, vous êtes sur un projet en mode agile, mais par contre, ils vous posent une question par rapport à un conflit, par rapport à une situation de communication. Bah, ce n'est pas une question directement liée à une méthode agile, donc ce n'est pas une question sur les cérémonies agiles, ce n'est pas une question sur les Kanban, par exemple. Donc, on ne considère pas vraiment ça comme une question agile, mais plutôt sur une question sur la com en général. Mais bon, disons que vous avez compris que là, l'examen aujourd'hui, c'est 50-50. Et on a commencé à faire ça à partir de janvier 2021. Une chose très importante qu'on n'a pas noté aussi, qu'on n'a pas mentionné sur notre slide, mais c'est bien à savoir, c'est que le style de questions a beaucoup changé. J'explique. Avant 2021, donc dans l'ancienne version PMP, on avait 200 questions, 200 QCM, c'est-à-dire une question avec 4 propositions et une seule bonne réponse. Donc, vous avez des boutons radius, je veux dire, donc vous allez sélectionner A ou B, C, D, ou 1, 2, 3, 4. Vous avez des questions situationnelles, et avant, vous avez une seule bonne réponse. La nouveauté, c'est que, bon, on a gardé en partie ça, donc vous pouvez toujours trouver des QCM de ce genre, mais attention, vous pouvez avoir des questions avec plusieurs bonnes réponses, 2 ou 3. Vous pouvez avoir des questions genre drag and drop, donc c'est-à-dire il faut lier par exemple A, B, C, D avec 1, 2, 3, 4, des définitions ou autre, ou bien prioriser des étapes, etc. La nouveauté aussi, c'est que vous pouvez avoir des questions plus dynamiques, c'est-à-dire il vous donne un graphique avec des zones, par exemple, et là, il vous demande de sélectionner ben, dans quelle zone, par exemple, on est en dépassement de coût ou on est en dépassement d'échéancier. Donc, c'est un peu interactif, c'est un peu dynamique. Bon, on est dans l'agilité, on parle d'agilité, donc c'est clair, l'examen commence plus à être agile, en fait. Voilà, on change un peu le style des questions. Je me rappelle aussi que certains qui l'ont passé, ils m'ont dit aussi, il y a des questions où vous êtes obligé d'écrire, au lieu de choisir par exemple A ou B, vous devez écrire A et B. Pardon. Donc là aussi, c'est important en fait. Donc vous allez me dire pourquoi ils font ça. Et parce que bon, on est dans l'agilité, on souhaite vous tester sur plusieurs types de questions. Donc c'est clair qu'on ne peut pas rester avec le style classique, voilà, une seule bonne réponse par question. Mais ça, c'est important. Bah, c'est vrai que ça rajoute une complexité bon, dans l'examen, mais je pense qu'avec une formation, un bon simulateur, donc il faut juste avoir la culture, s'entraîner et voilà pour pouvoir gérer ce type de questions. Alors, là, on va parler de comment se présente le contenu de cette certification 2021. Donc, on a des domaines. Donc, on a présenté les domaines personnes, processus et environnement commercial. Sous le domaine, on va avoir des tâches. Par exemple, former une équipe. Donc, dans le domaine personne, on va avoir une tâche 6.1 qui est former une équipe. Donc, les tâches, c'est un peu les responsabilités dans chaque domaine. Donc, pour gérer les personnes, il faut bien évidemment former l'équipe. Bah, s'ils ne sont pas formés, par exemple, à une méthode agile, il faut bien les former à ces méthodes. Et pour pouvoir réussir les tâches, on parle de facilitateur. Donc là, par exemple, pour former une équipe, je dois évaluer les compétences des parties prenantes. Donc les facilitateurs, c'est un ensemble d'outils et de livrables qui vont nous permettre finalement de bien assurer nos tâches ou de répondre à la question comment faire les tâches. Bon, ici, bien sûr, je ne vais pas tout vous présenter le contenu, ça va être un peu lourd, mais je vous donne un peu l'esprit. Donc, people ou personne, donc on a dit il y a 42% comme pourcentage des questions d'examen. Si je prends par exemple la première tâche, gérer les conflits, donc je vais avoir voilà, comme tâche, je vais avoir comme facilitateur interpréter la source et la progression du conflit, analyser le contexte du conflit, évaluer, recommander, faire accepter la solution. Et voilà, vous allez avoir toute cette duplication pour toutes les tâches. Donc voilà. Ce qu'on peut faire comme remarque ici, c'est qu'il y a des nouveautés dans cette version 2021. Là, par exemple, dans la tâche 11, on met beaucoup d'importance sur les équipes virtuelles, mais ça, c'était lié à Covid, en fait, parce qu'on a remarqué que les projets, maintenant, ils sont plus gérés en mode virtuel. C'est le cas, hein. Moi, j'ai fait un projet presque à temps, je ne vais pas dire à temps plein, mais la plupart du temps à distance. Donc, c'est très important de gérer maintenant la partie virtuelle ou les équipes virtuelles. Il y a des avantages, certes, et des coûts, mais bon, l'idée, c'est d'ajouter cette partie. On parle aussi d'intelligence émotionnelle. Un chef de projet doit savoir gérer les émotions de son équipe et de ses parties prenantes. Bon, c'est vrai, dans la V6, on a parlé de ça, mais c'était insuffisant. Là, on met trop d'accent sur l'intelligence émotionnelle. Et même, en fait, PMI a rajouté des analyses de personnalité, genre True Colors ou DISC. Donc, c'est nouveau dans PMP. Et c'est très intéressant parce que
finalement, on gère des humains, on ne gère pas que des outils et des techniques, des échéanciers ou des périmètres. Donc, vous l'avez compris, on met beaucoup plus d'accent sur sur l'humain, pardon. Les processus, donc, ils représentent 50%. Donc, vous avez un peu ce qui existe dans la V6, bon, avec toutes les classiques, gestion de risque, partie prenante, échéancier, qualité, périmètre. Bon, ce qui est important, je vais peut-être parler de la tâche 12. Bon, on parle plus d'entrée-sortie, on parle d'artefacts. Bon, on a regroupé un peu les outils dans une tâche pour faciliter un peu la lecture et l'apprentissage. Donc, plus besoin de cette logique input, output, etc. L'environnement commercial, on met trop d'accent sur les bénéfices et la valeur du projet. On situe bien le projet par rapport à la stratégie d'entreprise et par rapport à son environnement et par rapport au changement organisationnel. Bah, si on est face à des changements au cours du projet réglementaire ou autre, bah, comment je dois adapter mon projet? Donc, vous voyez, quand même, entre les tâches, entre les lignes, on peut lire qu'il y a pas mal de nouveautés. Bah, finalement, comment ce programme est enseigné? Bah, la formation est faite sur 5 jours. Bah, tous les domaines et les tâches qu'on a présentées, on essaye de les regrouper dans 5 phases. Donc, on va créer une équipe hautement performante. On va commencer notre projet. On va faire le travail. On va essayer de garder l'équipe sur la bonne voie et on va garder le business à l'esprit. OK? Donc, c'est-à-dire, on ne va pas prendre dans notre formation le bloc des personnes et on va attaquer les tâches, le bloc des processus et on va attaquer les tâches. Non, on va essayer de rattacher à chaque fois, sur 5 jours, les domaines et tâches à ces 5 phases. Et ça, c'est ce qu'on appelle le PMP Flow 2021. Donc, c'est plus cohérent et ça facilite un peu l'apprentissage. C'est pas pour vous faire peur, mais PMI insiste beaucoup et il dit que bah, finalement, votre examen, il ne se base pas uniquement sur le PMBOK V6. Et pour ça, il parle de ce qu'on appelle l'examen Content Outline. Donc, il vous liste une dizaine de références. Ils vous disent, bah, pour passer l'examen en 2021, vous avez toujours besoin de votre V6 PMBOK. Vous avez besoin de l'Agile Practice Guide de PMI, mais vous avez encore besoin de 8 autres références. Bon, franchement, on pense que c'est trop en fait. Vous n'allez pas faire toutes les lectures de ces références pour passer votre PMP. Et ça, c'est l'avantage d'être suivi un peu par un ATP parce que on sait à quel niveau s'arrêter en fait. Bah, même le PMBOK, on ne va pas le lire de bout en bout en fait. Il faut le lire maintenant d'une façon intelligente. Et les références, ce qu'on cite ici, ben, forcément, ils ne sont pas complémentaires, donc il y a beaucoup de redondance. Donc on ne va pas passer beaucoup de temps à lire ces 10 références, c'est énorme. Et l'avantage d'un ATP, c'est qu'il sait à quel moment s'arrêter. Il vous donne un peu bah, tout ce qu'il faut sur la partie agile, mais sans pourtant être obligé d'aller dans le détail de ces 10 références parce qu'on considère que c'est juste impossible. Mais bon, pourquoi PMI? Ben, la question pourquoi PMI fait ça? Parce que on l'a dit, le PMBOK V6, entre guillemets, il est pauvre en agilité, hein, il faut le dire. Donc, il essaye de combler ça par d'autres références, en attendant peut-être la V7, on va discuter ça après. Donc, on ne peut pas dire que d'un côté, en 2021, vous avez 50% sur l'agilité, et de l'autre côté, votre PMBOK, il est l'unique référence pour préparer votre examen, ça n'a pas de sens. Mais ça reste quand même une référence de base, ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, le fait que PMI a mis à jour sa certification PMP en 2021, la question qui se pose maintenant, est-ce que PMI a supprimé les autres certifications comme PMI ACP, par exemple le JAI Certified Practitioner? La réponse est non, parce que PMI ACP, elle est toujours existante. Et en plus, PMI a enrichi son cycle ou sa roadmap de certification agile par d'autres certifications. Donc, vous voyez qu'il y a par exemple le DACM, le Disciplined Agile Scrum Master, le Senior Scrum Master, le Disciplined Agile Coach. Donc, il y a un ensemble de certifications et on a même prévu récemment la possibilité d'être accrédité pour former sur le DSM de mémoire. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Parce que bah, la logique est la suivante. Un chef de projet, bien sûr, il doit travailler dans une méthode classique, traditionnelle, waterfall ou en cascade. Il doit savoir travailler dans un contexte hybride. Il doit aussi savoir travailler dans un contexte agile. On ne va pas faire PMP pour une méthode classique et d'autres certifs pour d'autres méthodes agiles ou pour d'autres cycles agiles. Non, l'idée, c'est PMP reste toujours la référence. Pour certains qui veulent approfondir leurs connaissances ou être vraiment spécialistes dans ce domaine, il y a toutes ces certifications agiles ou agilité qui viennent derrière. Donc, juste pour dire que l'ACP, elle est toujours existante. Alors, maintenant, on va vous présenter un peu le programme ATP ou Authorized Trainer Partner. Ça, c'est aussi nouveau.
Et ça vient de l'idée que PMI, finalement, quand ils ont fait un peu des sondages, ils ont trouvé que 9 clients sur 10 affirment qu'ils ciblent des formateurs accrédités par le PMI quand ils lancent leur recherche pour chercher des formations PMP ou pour préparer leur certification. Et 4 clients sur 5 pensent que c'est important d'être formé par une personne qui est approuvée par le PMI pour la certification PMP. Bon, ça, c'est des statistiques qui existent sur le site PMI. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pensé à faire ou à commencer un peu à assurer un programme dédié ou assuré par le PMI, parce qu'avant 2021, toute personne peut ou pouvait former à la certification PMP. Maintenant, on a créé ce programme ATP, donc il y a 2 badges. Il y a un badge pour la société ou l'organisme de formation en tant qu'Authorized Trainer Partner, et aussi il y a le badge pour le formateur ou l'instructeur. L'idée, c'est euh, de, euh, de préparer les supports, d'assurer la bonne qualité derrière du support qu'on va communiquer aux participants aux formations. Donc, c'est PMA qui a préparé les supports. Donc, maintenant, on a un support pour la formation PMP, un PowerPoint et un cours en PDF. On a des questions aussi dans le même esprit d'examen. Et ça n'existait pas avant. Donc, maintenant, on parle de quelque chose qui est vraiment organisé. Donc, les ATP sont obligés de suivre un programme Train the Train. Je parle des formateurs ou des instructeurs, c'est-à-dire ils assistent à une formation avec un examen, bien sûr. Et après, bon, ils sont plus dans la capacité d'assurer le contenu en dehors du programme ATP. C'est-à-dire, un ATP ne peut pas assurer une formation PMP comme ça, avec ses slides ou comme il veut. Non, il doit suivre un peu les slides PMI, le cours PMI avec les questions PMI. OK? Donc, parce qu'on cherche, et les clients derrière cherchent une certaine qualité. OK? Bon, les ATP Premium aussi ont accès à une base de 200 questions, voire même 210 questions, hein, qui sont inspirées des questions d'examen. On parle de questions clonées. C'est-à-dire, par exemple, QRP en tant qu'ATP Premium, en plus de la formation, il vous présente un peu, à travers la formation aussi, les questions communiquées par PMA, qu'on appelle les questions clonées. Pourquoi on les appelle questions clonées? Parce que tout simplement, c'est les questions dans le même esprit d'examen. Il ne faut pas imaginer que c'est les mêmes questions d'examen, il ne faut pas exagérer, mais c'est des questions bien se préparer, c'est écrit dans le même style ou dans le même esprit d'examen. Et c'est vraiment un atout pour celui qui assiste à une formation avec un ATP Premium. Quoi d'autre? Bon, ça c'est un détail, mais juste pour vous, pour s'assurer que votre partenaire ou formateur, il est vraiment accrédité par le PMI, vous pouvez toujours aller sur le site YourClaim. En fait, c'est une plateforme qui gère les badges formateurs et partenaires. Et il suffit de cliquer sur le bouton Verify. Et là, bien sûr, vous allez avoir la date d'émission du badge. Est-ce qu'il est toujours valable? Est-ce qu'il est vérifié ou pas? Bon, pour en finir, on va dire quelques petits mots sur la version 7. Alors, il ne doit pas y avoir une confusion. Faites attention, l'examen ne porte pas sur la version 7. Aujourd'hui, il n'y a pas de version 7. Comme je le dis, en fait, tout le monde a la page de garde, hein. Elle est sympa, oui, mais le contenu, on ne le maîtrise pas trop. Bon, c'est vrai qu'on peut assister à des webinaires organisés par les chapitres PMA, etc. Moi, j'ai récemment assisté à un webinaire qui discute un peu la réforme. Mais attention, il y a certaines même des boîtes de formation qui se trompent même dans les affiches. Ils parlent de passer l'examen en V7 en 2021, donc ça n'a pas de sens parce que aujourd'hui, la version 7 n'est pas encore publiée. Probablement le premier semestre 2021, même si ça va être le cas, vous êtes toujours concerné par la V6 jusqu'à la fin de 2021. Donc, on va rester dans ce modèle. V6 avec agilité, avec le support ATP, bien sûr, jusqu'à la fin de 2021. Parce que finalement, quand on publie une nouvelle version PMP, il faut laisser un peu de temps, 6 mois en moyenne. Et normalement, si on va passer à un examen en V7, ça va être à partir de 2020. Mais bon, je peux vous dire que, sans trop entrer dans le détail, c'est une version mieux adaptée au changement, plus orientée création de valeur. C'est une version orientée à tous les intervenants de projet, pas uniquement le chef de projet. Plus orientée résultats et livrables. On parle plus de groupe de processus, mais de principe. On parle plus de structure. On passe d'une structure en domaine de connaissances à une structure en domaine de performance. Le volume, il est encore plus simple, hein. On parle de 230, je pense, pages. On cherche à simplifier la vie, hein. C'est plus comme l'ancienne version V6. Euh, on a réservé un chapitre pour le tailoring, ce qu'on appelle l'adaptation. Bon, ça existait dans la V6.
tailoring, bah, l'idée c'est de dire que bah, finalement vous avez un PMBOK, mais vous n'allez pas l'appliquer de A jusqu'à Z, peu importe la taille de votre société, peu importe la complexité de votre projet. Donc il faut savoir l'adapter au contexte et à la taille. Et ça, le PMBOK V7 va réserver toute une section et un guide bah, pour vous donner la façon comment adapter votre PMBOK à votre organisation. Dans la V6, ça existait, mais bon, c'est pas tout. Et nouvelle section pour les modèles communs et les artefacts. Bah, toujours les entrées-sorties, les outils, on essaye de les regrouper pour simplifier la lecture et pour améliorer l'apprentissage. Donc, il va y avoir une nouvelle section pour les modèles communs et les artefacts. Bon, c'est vrai que en regardant ça, on va dire que ça va être mieux aligné avec le programme 2021 qui est orienté valeur, agilité, changement, etc. C'est pas exactement la même chose, mais on va quand même éliminer pas mal de déphasage entre la V6 et notre programme ATP 2021. Je vous conseille aussi, ben, pour plus d'informations, vous avez une vidéo out of the box sur le site du PMI qui est gratuite d'ailleurs, hein, que vous pouvez regarder pour avoir plus de détails sur les nouveautés de la version V7. On aura aussi l'occasion, j'espère, de réserver un autre webinaire au moment de sa publication, bien sûr, pour discuter de la nouveauté. Mais ça, on le fera plus tard. Voilà, donc on a fait le tour, je pense, de la réforme. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour l'écoute. Bah, j'espère qu'à travers ce webinaire avec URP, vous voyez plus clair, vous maîtrisez un peu la réforme. Ça vous aide peut-être par la suite à planifier votre formation et votre préparation sur les mois à venir. Voilà, donc on passe notre séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions qu'on va essayer de partager ensemble. La première question qui nous a été posée, cette certification est-elle mieux considérée que Prince 2? Alors, comme j'ai expliqué quand on a commencé le webinaire, c'est pas une question de classement, hein, franchement. Pour moi, c'est deux certifications qui se complètent, en fait. Complémentaires, c'est-à-dire Prince 2 vous donne une approche, une démarche pour gérer votre projet de bout en bout. PMP, c'est plus orienté connaissances pratiques, outils. Donc, c'est pas la même finalité. À mon avis, bon, dans le monde, c'est vrai que PMP, c'est plus américain. Prince 2, c'est plus dans le contexte européen, UK. Je ne peux pas le dire donc en termes de classement. Moi, j'ai une préférence pour PMP, mais pour moi, j'ai passé les deux, hein. J'ai passé Prince 2 aussi niveau Foundation et Practitioner. Et quand j'ai passé les deux, je peux dire que les deux certifications sont complémentaires. L'une, Prince 2, vous donne vraiment une démarche, mais sachant que tout au long de cette démarche, vous avez besoin d'outils, en fait. D'outils pour gérer les processus d'échéancier, de coûts, de communication de parties prenantes, pour gérer aussi l'humain. Donc, vous avez besoin de technicité et vous avez aussi besoin de rigueur pour assurer une bonne démarche. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ce n'est pas en termes de classement, mais c'est en termes de complémentarité. Parce que les deux ne sont pas concurrentiels, en fait. Vous avez indiqué qu'on peut être certifié sans avoir répondu correctement à toutes les questions. Quel est le minimum de bonnes réponses pour obtenir la certification? Alors, le taux de bonne réponse n'est pas affiché par PMI. On dit toujours qu'il faut avoir plus de 70-75 bonnes réponses, mais c'est pas, en fait, c'est pas arithmétique. La pondération, l'algorithme n'est pas affiché. Seul PMI le connaît, bon, comment ça fonctionne de l'intérieur. Mais disons que je vous donne un conseil, en fait. Certainement, vous allez suivre une formation, vous allez avoir accès à un simulateur. Au moment où vous allez répondre à 80% vous allez donner 80% de bonnes réponses sur un examen de 180 questions. Là, vous êtes prêt pour aller passer votre PMP. Mais on ne peut pas aujourd'hui se prononcer sur un taux exact. Personne ne peut le dire. Mais on peut dire qu'en moyenne, c'est entre 70 et 75. Et disons qu'aussi, avant, on parlait de questions pas notées. Bah, c'est-à-dire PMI ajoute dans son examen quelques questions pour des pistes d'amélioration. On teste un peu la réaction des personnes qui passent l'examen face à la question. Bah, c'est-à-dire que finalement, si 100% des personnes ont répondu faux, c'est que c'est une question qui est mal formulée. Donc, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est
En moyenne, on parle d'un tour entre 70 et 75. Pour votre examen, vous allez suivre une formation avec forcément un simulateur. Si vous allez atteindre sur une simulation 80% de bonnes réponses, là, vous êtes prêt, vous pouvez dire, vous pouvez planifier la date de votre examen. OK? Alors, est-ce possible d'effectuer les 35 heures de formation à distance? Si oui, est-ce possible de le faire de manière autonome ou doit-on suivre des cours en live durant toute une semaine? Cours en live, je n'ai pas compris. Bon, je réponds à la première question. À distance, oui, bien sûr. Bah, QRP, par exemple, les formations peuvent être présentielles, comme tu l'as présenté à Adela. Ça peut être présentiel comme ça peut être en virtuel. En fait, ça pose pas problème côté PMI. Il faut 35 heures bah, pour un organisme qui est quand même… bah, le mieux, c'est d'être accrédité par le PMI. Mais je ne sais pas, après, ça ne peut pas être n'importe quelle formation parce que il y a un point très important, votre dossier d'éligibilité, il peut être soumis à un audit. Bon, on ne va pas auditer tous ceux qui vont s'inscrire pour l'examen, mais on va faire un échantillon. Et quand on fait l'audit, on vérifie deux choses. On vérifie votre expérience professionnelle et on vérifie vos 35 heures de formation. Si vos 35 heures de formation, donc c'est un organisme qui est quand même certifié, reconnu, oui, ben, ça passe. Si vous allez dire, ben, c'est un cours en ligne qui est de quelqu'un qui n'est même pas certifié ou je ne sais pas quoi, donc ça risque de poser problème côté PMI et qu'il refuse votre dossier d'éligibilité. Donc bon, c'est toujours possible de faire des formations en ligne, de voir à droite et à gauche sur des plateformes, mais je vous conseille vivement de rester dans le cadre formel. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, PMI n'interdit pas à d'autres personnes de former sur PMP, mais ça va venir. Bah, quand pour l'ISACA, en fait, on a commencé à mettre un peu de la qualité dans ce référentiel, dans les supports de formation. La deuxième étape va être la suivante, c'est que bah, finalement, ils vont interdire, ils vont dire non, bah, pour accepter les 35 heures, il faut obligatoirement passer par un ATP. Ça, on va le voir dans peut-être quelques années ou peut-être l'année suivante, je ne sais pas. Mais voilà, je vous conseille d'éviter quand même de suivre des formations qui ne sont pas animées ou assurées par des organismes quand même de qualité ou reconnus. Oui, donc j'en profite également pour répondre à une autre question en même temps. Donc la prochaine formation Oui, à distance se tiendra donc au mois d'avril, hein, le 12, 13, 14, 15 et 16 avril. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, il y a également des sessions tous les mois. Donc voilà. Donc nous n'avons pas de e-learning, donc 100% en ligne, hein. Il n'y a pas de formation où on peut étudier en autonomie chez soi, mais nos formations sont quand même 100% en ligne, dans le ouais, sens où la classe virtuelle, le formateur ouais, est en ligne avec vous, donc c'est 100% en ligne, ouais. il n'y a pas besoin de se déplacer ni quoi que ce soit. Voilà. Il y a un petit détail en fait, Adelaide, que j'ai oublié de mentionner. En fait, l'e-learning, il existe côté PMA et en fait, ils ont leur e-learning et je pense qu'ils ont interdit à toutes les autres boîtes de formation d'assurer la formation PMP en e-learning. En fait, c'est-à-dire, il est toujours possible d'acheter le e-learning de PMP qui est en anglais. Hein, je pense qu'ils n'ont pas encore une version en français. Donc, ou bien faire ça, ou bien passer par un ATP. Mais le e-learning d'autres organismes, je pense qu'ils l'ont interdit, en fait, c'est juste impossible. Ensuite, bonjour. Quelle date de sortie pour le nouveau PMBOK? Sur quoi recommandez-vous de se former sur l'agilité et si l'on veut passer l'examen rapidement sans attendre le nouveau PMBOK? Alors, PMBOK, même si on pose la question à PMA aujourd'hui, ils ne vont pas nous donner la réponse. Moi, j'ai posé à deux, trois reprises la question. Ils disent toujours que c'est en cours. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se prononcer sur une date. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la version, elle est vraiment prête, hein, on la sent dans les webinaires. Ça va être normalement fin semestre 2021. Je ne vous conseille pas de trop regarder cette version parce que si vous allez se baser sur cette version, comme je l'ai dit, en fait, V7, c'est-à-dire que vous voulez passer votre examen en 2022. Il faut attendre un peu le temps que les sociétés ou les organismes de formation se préparent, les formateurs. Mais même si PMI va publier sa version 7 le mois d'avril, par exemple, vous n'êtes pas exigé de passer votre certification en mode V7 le mois de mai ou le mois de juin. Parce que historiquement, quand on publie une nouvelle version, donc on laisse en moyenne 6 mois, entre guillemets, pour la digérer, pour se préparer, etc. Et on commence l'année d'après.
Donc, imaginons que PMI demain publie sa version V7. Donc, elle va être là pour lecture, mais les examens, les certifications vont commencer avec la V7 en 2022. Donc, ce que je vous conseille de faire, bah, si vous voulez passer votre examen en 2021, donc vous pouvez se contenter de la version 6, bien sûr, qui reste un élément très important pour l'examen, avec une formation, bien sûr, ATP. Sinon, il faut attendre la V7, c'est-à-dire il faut attendre 2022. Maintenant, pour la partie agilité, je peux vous dire que on le sent plus dans les supports ATP, on s'oriente plus vers la méthode Scrum dans tout ce qui est agilité. Bah, ça ne veut pas dire qu'on n'introduit pas des concepts d'autres méthodes, mais principalement on s'appuie sur Scrum. Donc le Scrum Guide, le guide agilité du PMI reste aussi des prérequis pour moi, hein. Bah, non plus, il ne faut pas avoir une dizaine de références. C'est possible de se limiter à Scrum Guide, au guide, practice guide agilité du PMI. Je pense avec une formation aussi, on vous donne les principaux concepts de l'agilité qu'il faut maîtriser pour l'examen. Alors, une autre question qui vient de Lamia. Quel délai préconisez-vous entre la formation et l'examen? Alors, c'est une très bonne question parce que souvent les participants pensent que bah, après la formation d'une semaine, ils sont prêts pour passer l'examen. Moi, j'encadre toujours mes participants et mes étudiants, je vais dire. C'est pas le cas parce que c'est un volume quand même consistant. L'objectif de la formation, c'est vraiment de vous faire monter en compétences le plus rapidement possible. Après, il y a un travail personnel. Bon, bien sûr, il y a de l'assistance après. Il y a un travail personnel. Bah, disons que pour un chef de projet ou pour celui qui a travaillé dans un contexte de gestion de projet, de l'agilité, je pense 2, 3 mois, ça peut suffire. Pour ceux qui découvrent vraiment le sujet ou qui sont vraiment juniors dans la gestion de projet, bah, ça peut aller jusqu'à entre 4 et 6 mois, je veux dire. Mais bon, l'objectif de la formation, c'est vraiment de gagner un peu de temps, c'est de donner le maximum d'une façon plus ou moins, entre guillemets, condensée, pour vous donner les idées, l'esprit. Après, vraiment, il y a tout un travail personnel à mener derrière. Parce que les gens croient que bah, après la formation, ils sont prêts pour passer l'examen, c'est juste impossible. C'est pour ça que je dis à aux personnes qui participent, n'ayez pas peur, pas d'anxiété. Si vous avez, parce que souvent on fait des examens blancs en fait à la fin des formations. Si vous ne répondez pas correctement à une question ou 10 questions, c'est pas grave. Bah, l'idée c'est de comprendre l'esprit. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut être prêt le jour J. Bah, c'est-à-dire vous allez faire une planification sur 3 mois, une semaine de formation, 2 mois et quelques de préparation. L'idée, c'est d'être prêt le jour J pour passer, pour réussir la certification. Peu importe si on a raté des questions sur des simulateurs blancs ou durant la formation, ça pose pas de problème. L'idée, c'est d'être prêt convenablement le jour de l'examen. Mais bon, entre 3 mois, ça peut suffire, je pense. Max, quoi. Alors, ayant suivi la formation PMP en 2016, dois-je tout reprendre avec la V6 pour passer l'examen cette année? C'est quelqu'un qui a préparé la certification sans l'avoir, hein. On parle bien de ça. Oui, oui, et qui Alors, souhaiterait la passer cette année. d'accord. Ben, franchement, il y a deux possibilités. Si vous êtes déjà dans un contexte agile, vous travaillez sur des projets agiles, vous connaissez un peu la méthodologie, bon, peut-être quelques lectures. Bon, il faut peut-être aussi s'imprégner du simulateur parce que ce qui va vous poser problème, c'est le changement du style d'examen, le style des questions. Parce que l'agilité, je peux vous dire, ben, si vous êtes dans un contexte agile, bon, il faut lire le Scrum Guide avec le guide agile du PMI. Normalement, ça doit y aller, mais j'ai peur que vous allez être à côté parce que vous avez senti que ben, le style de question a changé. Et ben, ou bien trouver un simulateur dans ce cas, acheter un simulateur pour passer, pour se préparer à la nouvelle structure d'examen, je veux dire, ou bien suivre de nouveau une autre formation. Et comme ça, donc, ça va vous préparer aux méthodes ou à la démarche agile. Mais bon, PMBOK, c'est une référence. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est une référence. Donc, quand on fait aujourd'hui la version en 2021, on va toujours se référer à PMBOK V6 pour parler de chemin critique, de WBS, de la charge du projet, etc.
mais pas que. Pas que parce que toute la partie agile n'est pas très développée dans cette version 6. Voilà. Donc c'est à vous de choisir, hein. Ça dépend c'est relatif. Ça dépend de votre expérience en agilité. Ça dépend, est-ce que vous avez l'envie de refaire une formation sur ça ou pas. Donc, voilà. Alors, faut-il passer d'abord la certif CAPM? Donc, la réponse est non. Ce sont donc bien deux certifications distinctes. Ensuite, il y avait une autre question sur je passe PMP plus ACP. Est-ce judicieux ou ACP va me servir à rien? Je fais cela pour le fait que PMP n'est pas assez profond dans Agile pour l'instant. C'est un avis personnel que je vais donner. Mon avis avec la nouvelle réforme PMP, c'est largement suffisant. Et même, hein, je vais dire ça entre nous, il y a certains qui parlent de suppression de cette certification ACP, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ceux qui l'ont passé, PMA et ACP, c'est un peu un recueil des pratiques agiles. Bah, c'est pas une méthodologie en fait. Quand on parle de Scrum, bah, c'est toute une philosophie à part. Bah, dans l'ACP, vous allez trouver Scrum, vous allez trouver Kanban, vous allez trouver XP, vous allez trouver un recueil. Bah, c'est une sorte de collecte. C'est un avis personnel, hein. Si j'étais à votre place, et moi d'ailleurs, je ne l'ai pas passé l'ACP à cause de ça, parce que finalement, j'ai choisi de passer Scrum pour avoir. Ben, à l'époque, j'avais PMP V6, donc j'ai préféré maîtriser la méthode Scrum en passant par PSPO. C'est mieux que de passer l'ACP. Donc, un avis personnel, pardon, il vaut mieux passer PMP, c'est plus riche, ça vous donne plus de richesse parce que vous allez être un chef de projet au mode classique. Et sachant que le mode classique, il est toujours important parce qu'on est parfois sur des projets réglementaires, sur des projets où l'agilité n'apporte pas une valeur ajoutée. Bah, sur un projet réglementaire, il y a une banque européenne qui dit il faut faire ça, ça et ça. Bah, il n'y a vraiment pas beaucoup de souplesse dans le projet en fait. On doit vraiment se conformer à ce que la Banque européenne, par exemple, nous dise. Donc, PMP, l'avantage, c'est que nouvelle structure ou nouvelle version 2021, vous allez être un chef projet en méthode traditionnelle, en méthode hybride et en méthode agile. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'aller faire le PMA et SCP1, mais ça reste un avis personnel. Donc, si vous avez à choisir, choisissez PMP. C'est à vous de voir. Voilà, beaucoup de questions aujourd'hui, c'est très bien. L'examen 2021 est-il plus ou moins difficile que le précédent? Alors, on parle toujours de questions situationnelles, c'est-à-dire, c'est pas des questions genre quelle est la meilleure définition, quel est l'input ou l'output de ce processus. C'est pas ce qu'on cherche. C'est des questions situationnelles, c'est-à-dire, donc on va vous positionner dans un projet, on va vous dire que ben, vous êtes recruté pour le poste chef de projet sur un projet qui est en cours. On va vous mettre face à une situation. Donc, c'est bien de lire la question de bout en bout, c'est bien de lire tous les mots, parce qu'il y a des mots-clés dans les questions, hein. On joue sur les mots, sur la formulation. Parfois, on a une formulation négative. Quelle est la meilleure réponse ou quelle est la réponse la moins risquée? Je pense que 2021, c'est quand même légèrement un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est le style de question qui change. Il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise avec une bonne réponse parmi 4 propositions, parce que finalement, on arrive à éliminer 2. Il y a toujours un doute entre 2 réponses, par exemple B et C. Et avec un bon sens, on peut dire que par exemple B, c'est la bonne réponse et c'est vraiment la bonne réponse. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parfois, on a 2 bonnes réponses, parfois, on a 3. Et je pense que ça ajoute une complexité dans l'examen et ça montre pourquoi l'importance de bien se préparer à travers une formation ATP ou à travers un simulateur qui est dans le même esprit d'examen. Donc voilà, mais c'est un avis personnel. C'est un peu quand même plus difficile, mais bon, c'est riche et il faut faire avec. On n'a pas le choix. Très bien. Donc, quels sont les chapitres à se focaliser plus que les autres dans le PMBOK? Voilà, c'est désolé, je ne peux pas vous répondre parce que tous les chapitres sont importants. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que on a simplifié l'examen. Donc, c'est-à-dire avant, on pouvait avoir des questions genre quelle est parmi la liste n'est pas une entrée du processus recueillir les exigences. Donc, vous n'allez plus avoir ça. Vous n'allez
ça c'est important aussi à évoquer, c'est un point important. Vous n'allez plus avoir des calculs à faire. Bon, pour ceux qui ont déjà préparé PMP, vous avez entendu parler de la valeur acquise, de quelques formules de calcul d'écart sur le coût, sur le délai. Donc, vous n'allez pas vraiment avoir des calculs et des formules à apprendre. Mais par contre, on va vous donner des questions sur la valeur acquise. Genre, on vous donne un indicateur et on vous dit, est-ce qu'on est en dépassement de l'échéancier? Est-ce qu'on est en dépassement du coût? Mais vous n'allez pas à faire des calculs, en fait. On a simplifié toute cette partie. Mais vraiment, je ne peux pas vous dire sur quel chapitre se concentrer parce que c'est de bout en bout, en fait. C'est un examen aléatoire, en fait, généré d'une façon aléatoire. Ça peut toucher l'échéancier, ça peut toucher les parties prenantes, la com, l'agilité. Tout est important, hein, franchement. Et même dans la version 7, on a rajouté des nouveaux concepts qu'on a, entre guillemets, empruntés du Lean Management. On parle de MVP, le Minimum Viable Product. Donc, il y a plus de richesse. Désolé, je ne peux pas répondre à cette question parce que pour quelqu'un qui se lance dans PMP, il faut préparer de bout en bout. C'est-à-dire, je ne peux pas dire le chapitre approvisionnement, je vais le négliger. Je vais le négliger, je risque de perdre 3-4 questions dans l'examen. Et je ne vous conseille pas de faire ça parce que les points sont vraiment précieuses. Les points et les questions sont vraiment précieuses parce qu'il suffit une ou deux mauvaises réponses pour basculer un score de bon ou de satisfaisant vers un score de mauvais ou de non satisfaisant. Donc, à votre place, je prépare tout. Bon, c'est vrai qu'avec les pondérations, donc, vous savez à peu près que sur des questions d'environnement commercial, il ne va pas y avoir une grande partie, mais par contre, sur les processus, ça reste toujours du 50%. Mais je ne peux pas vous dire que la partie échéancée, elle est importante que la partie appro. Ça, on ne peut pas le dire. Il faut tout préparer pour réussir l'examen. Il faut pas négliger des chapitres, je veux dire, ou des domaines.